Le dimanche après-midi, François retourne au béguinage. Il passe cette fois par la petite porte de bois au fond de la ruelle de la Serpette. Attendri, il voit un adolescent robuste s'accroupir devant un tout petit bout de femme, pas plus haute qu'une botte, cherchant maladroitement son équilibre pour se hâter vers ce frère aîné en visite dans sa famille. Dès qu'il a mis un genou en terre, la fillette jette ses petits bras autour du cou du jeune homme et colle sa joue contre la barbe naissante, serrant de toute sa force dérisoire son protecteur contre son cœur. Puis elle se recule, fait glisser ses menottes sur les joues du grand frère, tout à ce bonheur qui n'est pas arrivé souvent dans sa courte vie. L'adolescent lui plante un baiser sonore sur la pommette, prend la petite sous les aisselles, la soulève comme une poupée de chiffon et la jette dans les airs pour le plaisir d'entendre le rire cristallin du bout de chou. L'inspecteur poursuit son chemin dans la ruelle à laquelle est jointe celle du rouleau. Le ciel est à l'orage. Tout le monde se prend à espérer que quelque éclair vienne déchirer ce voile gris qui flotte entre le ciel et la terre, portant la promesse d'une pluie libératrice de la chaleur suffocante. Ayant tourné à droite, François se dirige vers l'église, passe devant l'édifice religieux d'où s'échappe une mélodie enjouée. Seule exception au règlement qui interdit toute musique dans le béguinage, Eulalie, que d'aucuns surnomment la bigote, a le droit de jouer de la guitare pendant les offices, à condition de répéter dans l'église. L'officier tourne à gauche dans la rue du Marronnier, suit la courbe et frappe à la porte du presbytère, la plus belle maison de la rangée. Interrogée, la bonne du curé l'envoie chez la grande dame, après l'avoir informée que l'ecclésiastique y mange tous les dimanches après la messe. Le policier achève donc le tour de l'église et se présente à la résidence de la grande dame, qui l'informe toutefois que le curé est déjà parti. Régina l'envoie au verger, lieu de prédilection du prêtre qui aime se ménager une promenade digestive après le repas dominical. Le clerc du sang se remet en route, jette un regard à droite aux cris et aux rires des enfants qui jouent près du cimetière, sous la surveillance de Marie, petite femme rondelette à la peau laiteuse, aux cheveux auburn courts, bouclés et indisciplinés, qu'elle tente de dompter en les enserrant dans un foulard vert, sa couleur préférée. François la salue d'un signe de tête et poursuit son chemin. Il trouve le curé devant le potager, bavardant avec Élisabeth, la béguine en charge du jardin et des plantations, qui vient de fêter son 40e anniversaire. Une fillette joue sagement à ses côtés, mimant la préparation d'une soupe avec les fans de radis qu'elle a aidé à récolter. L'officier plonge la main dans l'une des poches de sa redingote, en sort un petit chien de bois, le tend à la petite qui pousse un cri de surprise réjoui. Il invite ensuite le curé à le suivre vers le verger pour l'interroger à l'abri d'oreilles indiscrètes. « Viens, Smoutebolke, on va planter les pousses de potiron en pleine terre, » explique Élisabeth à la petite Thérèse. Le petit nez en trompette se lève brusquement vers la béguine. « Pourquoi tu m'appelles comme un beignet ?» demande la gamine Guillerette. « Parce que j'adore ton petit chou sur la tête, » répond l'adulte, pointant vers les boucles blondes attachées en un chignon indiscipliné, comme plantées sur le haut du crâne. « Allez, comme, viens, » ajoute la béguine en ramassant la caissette de boutures qu'elle avait préparée. N'ayant pas eu l'enfant qu'elle portait, elle porte une grande affection à la petite Thérèse qu'elle a prise sous son aile et à laquelle elle est très attachée. La petite bruxelloise bilingue de 5 ans range son nouveau jouet dans la poche de son tablier et suit la femme qui boite légèrement de s'être pliée en deux, souvenir ancien de la raclée magistrale de son homme qui a provoqué la fausse couche et dont elle s'est depuis protégée en intégrant le béguinage. Pendant ce temps, Francisca s'est approchée d'Angèle. « J'ai entendu la grand-maîtresse vous inciter à lâcher prise lorsqu'elle vous proposait des exercices de relaxation, lui dit-elle sans embâge. Loin de moi l'idée de vouloir forcer la confidence, mais je perçois parfois chez vous un soupçon de violence sous-jacente lorsque vous vous sentez attaqué injustement, et ce n'est pas sans me rappeler ma jeunesse. »
l'adolescente restant silencieuse, faisant mine d'être absorbée par les jeux d'enfants sur le parvis de l'église, la béguine poursuit. « Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, dit-elle avec tact, mais j'étais irritée lorsqu'on me parlait de lâcher prise. Ça m'énervait, j'aime autant vous le dire. Mon problème était précisément que je ne parvenais pas à lâcher prise. Cela ne m'aidait pas du tout de me dire en permanence « il faut lâcher prise ». Ça ne me disait strictement rien, je ne savais pas comment faire. Plus j'essayais, plus je m'énervais de ne pas y arriver. Au bref sourire passé sur les lèvres de la jeune fille, Francisca devine qu'elle est dans le bon. Encouragée par ce signe, elle continue. À l'époque, mon plus grand souhait était de trouver le moyen de rabattre le caquet à mon cerveau qui n'arrêtait pas de ressasser, de jacasser. Il m'épuisait, celui-là. À ce stade, Angèle, amusée, émet un petit rire. L'astuce, explique la béguine, c'est qu'il faut cesser de vouloir que les pensées s'arrêtent. La clé, c'est de les accepter et de ressentir le bonheur à chaque fois que l'on prend conscience que notre esprit nous a déviés de la tâche ou de l'exercice en cours. Chaque fois que nous revenons au moment présent, à notre respiration, c'est gratifiant parce que nous sommes revenus à la concentration, nous sommes revenus à la pleine conscience. Et puis, lâcher prise, c'est tout simplement ressentir. Plus vous ressentez votre corps, votre respiration, vos épaules, vos bras, vos jambes, plus votre respiration se calme, devient profonde, et plus vous vous détendez. Il commence par là, en réalité, le lâcher-prise. En changeant le terme, l'exercice devient accessible à tout le monde, car n'importe qui est à même de fermer les yeux et de se poser la question « Qu'est-ce que je ressens ?» puis de se concentrer sur le ressenti, quel qu'il soit. Francisca s'est tue un instant, cherchant à deviner au trait de la jeune fille si elle suit le raisonnement. « Voyez-vous, lui dit-elle, le moment précis où j'ai commencé à déceler un basculement dans mes exercices de méditation, de prière et de relaxation, ce fut pour moi la découverte du « ou pas ». Vous sentez la détente ou pas. Vous respirez calmement, profondément ou pas. Lâcher prise, c'est prendre conscience de ce qui est. Une respiration calme, profonde, sereine ou saccadée, difficile, opprimée. Une détente musculaire ou une tension, une douleur, une gêne, etc. Ressentir sans juger, sans même chercher à définir ni interpréter, juste ressentir et se concentrer sur ce que vous ressentez. Simultanément à ces discussions a lieu un colloque entre les deux hommes qui se sont éloignés vers le verger, non sans déclencher un accès d'humeur chez l'homme d'église qui bougonne. « Je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Les supérieurs du béguinage se réunissent chaque dimanche après-midi à l'infirmerie pour discuter avec moi des affaires du béguinage. » « Des affaires ?» répète l'officier, une interrogation dans la voix. « Les affaires du temporel sont gérées par la maîtresse d'église, qui, comme vous le savez, est également grand-maîtresse du béguinage. Elle s'occupe des comptes, gère les biens offerts, par exemple pour les anniversaires et autres fondations, ou provenant de legs testamentaires, de rentes, de revenus de biens. C'est donc Régina de Bourlette qui gère ces fonds. Oui, mais pas seule, s'offusque le prêtre. Pour gérer les intérêts du temporel, les maîtresses du béguinage sont secondées par 4 mambours qui contrôlent les comptes. Ce sont des tuteurs laïcs représentant les autorités urbaines ou religieux nommés par l'évêque, le magistrat ou par les béguines. Et les maîtresses prennent-elles en gré cette tutelle ? Interroge le policier, curieux d'en apprendre davantage sur le caractère de la grande dame. Oh, les béguines ont essayé à plusieurs reprises de s'affranchir de ce qu'elles considèrent comme une immixtion, une ingérence, mais en vain, encore heureux, commente le prêtre irrité. Les 4 maîtresses étaient-elles unies sur ce front ? Ou bien certaines étaient-elles plus vindicatives que d'autres ? Elles sont soudées, ça, je peux vous l'assurer, pas de faire deck.
ou nom d'une pipe, et Régina mène la danse. La fonction de grand-maîtresse lui convient bien, car secrètement, elle a besoin d'être reconnue et adulée, persifle-t-il. Un jeune merle s'envole précipitamment d'un buisson, dérangé par l'arrivée des hommes qui font quelques pas en silence. Parlez-moi de votre fonction au sein du béguinage, je vous prie. Ma première tâche est de m'occuper de la pastorale, la messe quotidienne, les célébrations et le sermon, les dimanches et jours fériés, les confessions, la communion et la dernière onction au béguine malade. Je fais aussi partie de la direction, fonction pour laquelle vous êtes rémunéré, je pense. Oh, je ne parlerai pas de rémunération. J'ai droit à certains avantages, comme une résidence officielle, affranchie de charges et de frais, l'usufruit des bénéfices les plus importants attachés à l'église du béguinage. J'ai aussi droit à des avantages en nature, par exemple en vivres, bois de chauffage, etc. Outre les droits financiers lors d'occasions spéciales comme les professions, les enterrements et les messes d'anniversaire. Mais les béguines ne sont pas toujours particulièrement heureuses d'être obligées de confesser leurs péchés à leur curé. Elles provoquent souvent des controverses à ce sujet, exigent le droit de choisir elles-mêmes un confesseur étranger. En outre, les béguines peuvent quitter le béguinage pour une durée déterminée et elles veulent pouvoir se confesser à cette occasion à un autre endroit. De mon côté, je défends mon droit à la confession. Comment palliez-vous le problème ? En leur donnant l'autorisation de se confesser auprès de certains ordres comme les franciscains, les capucins ou les jésuites, mais elles restent malgré tout obligées de se confesser ici plusieurs fois par an. Après avoir appris du curé qu'il ignore totalement qui a pu commettre le crime et pourquoi, l'officier l'amène à parler de la victime. Clotilde était plutôt extravertie, largement ouverte au monde et très décidée. Elle avait une grande confiance en elle, ce qui la rendait quelque peu subjective. Elle avait sa façon de voir les choses, la vie. Elle tenait à son système de valeurs qu'elle avait tendance à vouloir imposer à son entourage. Il était bien difficile de la faire changer d'avis, tant sa volonté était forte et tant il était sûr de suivre le bon chemin. Cela vous posait-il un problème ? Étiez-vous en conflit sur des questions particulières ? Oh non, pas du tout. À vrai dire, je la soutenais, puisque sa moralité était excellente. Voulant changer de sujet, mais peu désireux de l'attaquer de front, François s'abstient d'interroger l'ecclésiastique sur sa relation cachée. Il lui demande plutôt s'il a connaissance de liaisons secrètes dans le béguinage. Le père Peter réagit vivement. « Ça va comme vous voulez ?» s'écrie-t-il, l'air de dire « Faut surtout pas vous gêner. Vous pensez bien que je ne peux violer le secret de la confession. Briser le secret de la confession serait trahir la conversation que la personne a eue avec Dieu. Moi, je parlais de façon générale. Vous pourriez très bien avoir vu ou entendu certaines choses. Mais puisque vous parlez de confession, j'imagine que la réponse est oui. Vous êtes au courant de certaines relations. Entendez-moi bien, je ne peux écarter la moindre hypothèse. Peut-être Clotilde avait-elle eu vent d'une liaison et menaçait-elle de la révéler. Comme le prêtre reste silencieux, l'inspecteur insiste. Ne pouvez-vous pas vous arranger avec votre conscience en prétendant que vous avez eu ces informations en dehors du confessionnal ? Bon, se lance le prêtre avec réluctance. Francisca a une liaison avec Germain, l'ébéniste. Dès qu'elle a appris son état civil, elle est venue se confesser. Elle était dans un état de grande confusion. Elle ignorait qu'il était marié, voyez-vous. Il s'interrompt lorsqu'il voit que le policier a cessé de marcher pour annoter quelques renseignements dans son calepin, puis reprend. Et une novice, dont je ne révélerai pas l'identité, s'empresse d'ajouter l'ecclésiastique, soucieux de se donner une bonne conscience, a révélé en confession la liaison secrète entre Angèle et un quête, un gamin, nommé Mathieu. Intriguée par les agissements d'Angèle, elle a fini par suivre la jeune fille et découvert les deux jeunes s'embrassant à pleine bouche dans une impasse de Bruxelles.
toute chose d'émotion, l'embrasement de ses sens l'emportant sur le sentiment de culpabilité, raconte le curé, la bouche en cul-de-poule et le regard lubrique. Elle les a épiés, puis est venue confesser son péché. Après avoir observé toute la scène qui s'en est suivie, bien entendu, conclut le prêtre sur un ton réprobateur. Angèle, c'est bien la servante de la dentelière, demande l'officier tendant l'oreille, sachant qu'il s'agit de la voisine de la victime. Oui, et son apprenti. Le clerc du sang s'arrête à nouveau, gribouille un instant et reprend sa marche. Arrivés au bout du verger, les hommes font demi-tour. François invite le père Peter à lui parler de ses paroissiennes en poursuivant leur promenade entre les arbres fruitiers. Quelques éclairs fusent, suivis avec un décalage de 10 secondes d'un grondement de tonnerre. Le policier s'apprête à prendre congé du curé, qui lui dit, peu rassuré, « Je compte sur une discrétion inviolable de votre part. » Sans répondre, l'inspecteur se hâte vers la petite porte de l'enclos, espérant être rentré chez lui avant la pluie. Les premières gouttes tant attendues tombent sur les têtes réjouies des marmots qui se dispersent en riant, pressés d'aller annoncer l'arrivée d'un peu de fraîcheur dans cette moiteur étouffante.